Ok, alors on peut commencer. Et, merci beaucoup pour votre patience, pour votre attente. Euh, hum, on n'est pas des technosolutionnistes, comme vous pouvez voir dans ce laboratoire. Et, je remercie beaucoup Edouard Morena et Salomé Gelot d'être ici et de prendre partie à cette séance du séminaire du Centre de politique de la Terre. Je vous présente rapidement et je vous laisse la parole. Edouard Morena est maître de conférence en sciences politiques à la London University of Paris, avec une expertise dans la politique environnementale et climatique, dans les études urbaines critiques et dans l'étude des mouvements sociaux. Il a mené notamment des recherches sur le rôle des acteurs non étatiques dans la gouvernance environnementale. Et sur ces recherches, il a publié un livre à la découverte intitulé Fin du monde des petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique, ainsi qu'un autre livre paru aux éditions du Croquant et intitulé Le coût de l'action climatique, fondation philanthropique et débat international sur le climat. Je mentionne aussi que, Edouard, tu as conduit des recherches sur la paysannerie et sur la Confédération paysanne, si je ne me trompe pas, à propos desquels tu as récemment publié le livre Paysan dans la collection Le mot est faible chez Anna Mosa. Et Salomé Gelot est chercheuse en écologie et aménagement du territoire, auteure de publications portant sur l'évaluation de l'impact de la sur la biodiversité des mesures de compensation écologique. Ces recherches qu'aujourd'hui elle va nous présenter ont contribué à mettre en lumière comment ces mesures de compensation répondent davantage à des logiques économiques et foncières plutôt qu'à une réelle prise en compte des enjeux écologiques au niveau des territoires. Et donc, bien qu'à partir de perspectives disciplinaires différentes, vos recherches se recoupent en ce que tous les deux vous contribuez à mettre en lumière quelles sont les limites des tentatives de concilier la croissance économique avec la protection de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui pour discuter ensemble d'évaluation des mesures de compensation écologique ou de compensation carbone et plus en général de green capitalisme et de greenwashing. Donc, je vous laisse la parole à Edouard le premier. Merci. Ouais, bah merci, merci pour l'invitation. Alors, oui, alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout un expert de la compensation carbone, donc je préfère le dire pour commencer, mais je peux peut-être aussi aborder, enfin, expliquer un peu comment j'ai été amené à m'y intéresser et finalement, du coup, comment aussi j'aborde en fait cette question aussi de la compensation carbone dans mes recherches. En fait, mon travail un peu, enfin, j'ai été amené à m'intéresser un petit peu à la question de la compensation carbone. Donc, dans le cadre de travaux que j'ai fait sur ce que j'appelle les élites climatiques. Donc, dans les élites climatiques, j'inclus tout un tas d'acteurs, parmi lesquels des philanthropes sur lesquels j'ai travaillé dans le contexte de la COP21. Donc, en fait, des personnes fortunées en fait, qui se sont engagées dans le débat climatique. Donc, ça, c'est un des acteurs qui m'intéresse. C'est de comprendre pourquoi les personnes fortunées, par le biais notamment de leur philanthropie, s'engagent dans le débat climatique. Et aussi, finalement, dans ces élites, j'inclus aussi tout un tas d'acteurs qui finalement aussi constituent... en fait, c'est des acteurs qui ont aussi émergé en parallèle en parallèle à l'émergence et au développement de la gouvernance climat et du coup aussi de toutes les institutions et les organisations, on va dire, qui gravitent autour de cette gouvernance climat. Donc, en fait, c'est un peu finalement un sort de nouveau secteur qui s'est formé, qui rassemble des experts, qui rassemble en fait tout un tas qui a presque été source en fait de nouveaux métiers. Et donc, c'est toutes ces personnes-là aussi qui m'intéressent. Donc, c'est ces acteurs qui finalement... alors,
enfin, finalement, qui font carrière, on va dire, dans l'espace climatique et du coup, qui dépendent aussi un peu de cet espace climatique. Mais ce sont des acteurs que je trouve assez intéressants, notamment quand on parle de mécanismes de marché liés à la question climatique, parce que finalement, ce sont aussi des acteurs qui ont intérêt à ce que les différents mécanismes de marché qu'on a mis en place, notamment les mécanismes liés à travers les questions de compensation, euh, se perpétuent en quelque sorte et continuent à se développer. Et du coup, quelque part, ça renvoie pas uniquement à la réussite de ces mécanismes, à savoir si oui ou non, en fait, ils participent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est presque une sorte enfin, en fait, il s'agit presque de préserver ces mécanismes parce que ce sont encore encore une fois, ce sont des mécanismes dont ils dépendent aussi à travers le travail qu'ils font, en quelque sorte. Et je pense que cette dimension-là, elle est aussi importante à souligner quand on s'intéresse aussi à pourquoi en fait on continue à insister autant sur ces mécanismes, compte tenu du fait que, en tout cas, si on s'en tient aux données existantes sur leur fonctionnement, enfin, on est quand même en mesure de s'interroger sur leur efficacité, quoi, en tant que mécanisme pour justement réduire les les émissions de gaz à effet de serre. Euh, du coup, enfin, peut-être que je peux commencer. Enfin, ce que je pensais faire, c'est peut-être commencer par un peu aborder ce que moi j'entends par capitalisme vert, pour ensuite finalement un peu situer finalement ces mécanismes de compensation, on va dire, à l'intérieur de ce qu'on appelle communément capitalisme vert, ce que d'autres appellent. En fait, il y a plein de termes qui sont employés, hein. Certains parlent de climate capitalism, d'autres parlent de capitalisme durable. Enfin, il y a tout un tas de termes, mais qui renvoie grosso modo un peu à la même chose. Et fondamentalement, pour moi, en tout cas, enfin, en m'appuyant notamment sur un livre que j'ai beaucoup aimé de Jesse Goldstein qui s'appelle Planetary Improvement, qu'il a publié chez MIT Press. En fait, il s'intéresse au secteur des clean tech. Et en fait, lui, dans son livre, il fait référence à cette idée d'un nouvel esprit vert du capitalisme, donc, qui s'appuie notamment sur les travaux de Boltanski, Capello, autour du nouvel esprit du capitalisme. Et lui, ce qu'il dit, en fait, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un nouvel esprit vert du capitalisme. Au fond, c'est un peu enfin, le même raisonnement, on va dire, que celui de Boltanski et Capello, qui est de dire que finalement, euh, face aux critiques qui sont émises à son encontre, et notamment par rapport autour des questions en fait, environnementales, en fait, le capitalisme vert, enfin, le capitalisme s'adapte. En fait. Il intègre ces critiques et il répond. Et du coup, en fait, le capitalisme vert, c'est justement une sorte de réponse du capitalisme face aux critiques qui sont émises à son encontre autour de justement la crise environnementale et plus particulièrement la crise climatique. Et ce qui sous-tend finalement cette nouvel esprit vert du capitalisme, c'est un peu l'idée que oui, le capitalisme est responsable de la crise environnementale et de la crise climatique plus particulièrement. Donc il y a une sorte de reconnaissance de la responsabilité du capitalisme. Et en même temps, il y a cette idée que malgré cela, ça reste, on va dire, le système économique le mieux à même de résoudre en fait, le problème qu'il a créé. Euh, et donc, pour moi, c'est ça qui est un peu au cœur de cette idée de capitalisme vert, finalement. C'est, encore une fois, à la fois une forme de reconnaissance de sa responsabilité et en même temps, en fait, l'insistance sur le fait que le capitalisme est réformable et que le capitalisme peut devenir vert, en quelque sorte, peut être verdi et peut être, en fait, le moteur ou principal d'une transition bas carbone réussie. Euh, et à partir de là, bah, en fait, ce qui découle de cette idée, enfin, ce qui est associé aussi à cette idée de capitalisme vert, finalement, c'est tout un tas d'instruments. Alors, ça peut être des politiques publiques, euh, ça peut être aussi des mesures volontaires, on va dire, prises par des acteurs économiques, en fait, de façon complètement volontaire. Enfin, je pense notamment à tout ce qui a trait, on va dire, au label RSE, à tout ce genre de choses où, en fait, par leur propre initiative, les acteurs économiques s'engagent dans un sorte de processus de verdissement de leur mode de production, etc.
Mais du côté des politiques publiques, bah, en fait, et c'est peut-être ça qui m'intéresse moi le plus, c'est en fait, il y a aussi toute une série de politiques qui sont promues. Donc, il ne s'agit pas de dire que finalement les pouvoirs publics n'ont pas de rôle, mais c'est plutôt de déterminer quel rôle ils peuvent jouer. Et aux yeux, on va dire, des partisans du capitalisme vert, bah, en fait, ce sont des politiques bien spécifiques, en fait. Ça peut être, par exemple, ce que l'on voit en ce moment, en fait, avec des initiatives comme le New Deal vert ou l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Donc, en fait, où finalement, il y a une forme de... alors, certains parlent justement de nouvelles formes de politique industrielle, en fait, où finalement l'État, il met de l'argent sur la table pour justement enfin, engager cette transition bas carbone. Mais encore une fois, quand on regarde un peu ces politiques de plus près, ben, en fait, ce sont des politiques bien spécifiques qui sont essentiellement fondées sur cette idée de crédit d'impôt, de mesures incitatives, en fait. Donc, il s'agit toujours, et c'est là où, encore une fois, ça s'inscrit dans cette logique du capitalisme vert, de mettre en avant les acteurs privés, et notamment les entreprises et les investisseurs, comme étant les véritables moteurs de la transition. Donc, le rôle de l'État, c'est oui, de mettre de l'argent sur la table, mais encore une fois, par le biais de crédits d'impôt, etc. Enfin, des politiques qui finalement sont pas spécifiques non plus à la question environnementale. Alors, on l'a vu dans tout un tas de domaines, mais qui consistent quand même à utiliser des fonds publics et de les transférer vers des acteurs privés. Et donc, et c'est un terme qui est un peu à la mode, de dérisquer aussi notamment les investissements des acteurs privés. Donc, en fait, faire porter le risque de la transition finalement sur la société, enfin, l'État et à travers lui, en fait, la collectivité. Mais malgré tout, encore une fois, toujours dans cette idée que ce sont les acteurs privés qui doivent être en fait les principaux moteurs de la transition. Donc ça, c'est une chose qui, pour le coup, est très à la mode en ce moment. En fait, et qu'on a notamment vu dans le contexte un peu post-Covid. Enfin, c'est vraiment devenu, on va dire, c'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui quand on parle de finance climat, d'ailleurs, essentiellement. Euh, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui aussi impliquent en forme des politiques publiques, et eux, pour le coup, qui renvoient en fait à des mécanismes dits de marché. Ce sont en fait les Emissions Trading System, donc les marchés carbone, mais ce sont aussi, dans une certaine mesure, aussi certains mécanismes de compensation qui sont aussi encore une fois, indirectement en fait régulé par les pouvoirs, par les puissances publiques ou aussi parfois aussi par le passé aussi par les instances onusiennes, par exemple avec ce qui s'appelait le mécanisme le Clean Development Mechanism, le mécanisme de développement propre. Mais encore une fois, je pense que c'est important toujours de garder en tête que finalement, en fait, la compensation, les systèmes, enfin les mécanismes à base de crédit carbone, en fait, c'est juste un élément, d'ailleurs de plus en plus contesté, hein, je dirais, dans une panoplie, on va dire, de politiques qui s'inscrivent tous, grosso modo, alors, je cherche le mot en français, umbrella, enfin, parapluie, c'est pas le terme. Parapluie, si on était les On le dit aussi? Ouais, D'accord. c'est pas- Le parapluie, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme vert, fondamentalement. Encore une fois, parce que c'est toujours centré sur cette idée, au fond, que les acteurs privés, ce sont eux, on va dire, qui vont porter la transition bas carbone. Et à partir du moment où aussi on reconnaît ça, bah c'est important aussi du coup de reconnaître le fait que finalement les acteurs du débat climatique, bah, en fait il y a aussi enfin, chacun essaye de promouvoir un peu son mécanisme en fait. C'est pas donc en fait il y a aussi des luttes on va dire internes et pour le coup en travaillant sur les élites climat on le voit beaucoup des luttes internes entre différents acteurs qui cherchent finalement à imposer quelque sorte leur solution comme étant en fait la solution qu'il faut financer, la solution qu'il faut aider, etc., etc. Parfois au détriment d'autres mesures qui, encore une fois, elles aussi s'inscrivent sous ce sort de grand chapeau du capitalisme, du capitalisme vert. Alors après, pour ce qui est des mécanismes enfin, en tout cas, ma lecture, et c'est pour ça que je ne suis vraiment pas un expert, donc voilà, en tout cas, ce que moi, j'en ai compris, quand j'analysais un peu ces questions, ou quand je me retrouvais à travailler un peu ces questions de compensation, bah, fondamentalement, en fait, pour moi, la question de la compensation, bah, elle est aussi
assez lié finalement plus généralement à cette question du développement de mécanismes de marché qu'on peut en fait retracer. En fait, il y avait déjà enfin, en tout cas moi, ce que j'ai pu voir, c'est que déjà dans les années 90, en fait, on commençait un peu à parler de ces choses-là. Même à la fin des années 80, en fait, aux États-Unis, il y avait aussi un début de réflexion autour de cette idée de mécanisme de marché. Et fondamentalement, ce qui réunit toutes ces approches, c'est cette idée en fait que euh, certains parlent de social cost of carbon, enfin, coût social du carbone. Cette idée, en fait, que on n'a pas suffisamment tenu compte, en fait, de ce coût social du carbone, donc de l'impact, en fait, du carbone, du coût économique, en quelque sorte, des émissions. Et que du coup, en fait, pour pouvoir intégrer ce coût social du carbone, ce qu'on présente aussi comme une sorte d'externalité négative, ben en fait, on n'a pas pris compte parce que justement, on n'avait pas mis un coût, on lui avait pas attribué un coût. Et du coup, à partir du moment où on lui attribue un coût, ben en fait, du coup, ça devient un coût intégré, en fait, dans le système économique et du coup intégré aussi dans les processus de production. Par exemple, on va tenir compte du coût social du carbone dans, en fait, toute enfin, dans le fonctionnement même, en fait, du système économique. Du coup, en fait, au fond, enfin, les mécanismes de marché autour des questions climatiques, elles sont fondamentalement fondées sur cette idée, en fait, que finalement, en mettant un prix sur le carbone, bah, du coup, en fait, il prend de la valeur et du coup, en fait, il a une valeur et donc il devient, en fait, il est intégré en fait, dans le système économique, dans tout ce qui se passe à l'intérieur d'une économie, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la consommation, etc. etc. Euh, et donc, enfin, pour moi, c'est un peu, enfin, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est ça qui est un peu à la base des systèmes de marché carbone. Et là, pour le coup, il y a, enfin, c'est ce qui a donné lieu aussi, notamment, à ce qu'on a parlé au marché carbone européen, donc le ECS, qui est fondé sur cette idée alors en anglais, je ne sais pas comment on dit français carbon trade, cette idée de fixer un seuil, on va dire, en termes d'émissions, par exemple pour un secteur, et en fait d'accorder des crédits à des industries polluantes, et en fait, à travers ceci, en leur accordant un certain nombre de droits à polluer, les inciter soit à moderniser leur mode de production, leur système de production. Donc, par exemple, s'ils ont une usine qui émet en tonnes de carbone, bah, à travers différentes solutions technologiques, par exemple, réduire les émissions de l'usine. Ou alors, si elles ne sont pas prêtes à faire ça, ben en fait, elles sont censées se servir de ces crédits, donc de ces droits à polluer, pour pouvoir continuer à polluer. Donc ça, c'est une approche qui a été promue notamment à l'échelle européenne pour différents secteurs. Et c'est ce qui a donné lieu, du coup, à un marché, en fait. Parce qu'à partir du moment où on a des crédits, ben, si on a des crédits en trop, c'est-à-dire s'il y a des crédits qu'on n'utilise pas, parce que justement, on a réussi à réduire ces émissions, en fait, ces crédits-là, on peut les vendre à quelqu'un d'autre qui, lui, peut-être en a besoin pour pouvoir émettre plus que ce qu'il a normalement le droit d'émettre. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, de mécanisme de marché. Mais sur cette base-là, en fait, on va aussi développer tout un tas d'autres en fait, de mécanismes qui aussi permettent de produire des crédits. En fait. Et c'est là aussi où finalement les mécanismes de compensation ils peuvent aussi jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'en fait, des projets qui émettent moins de carbone que ce qui était prévu dans ce qu'on appelle le business as usual, donc en temps normal, ben, en fait, ils peuvent aussi générer des crédits qui ensuite sont revendus à quelqu'un pour justement qu'il puisse compenser ces émissions. Donc, encore une fois, c'est vraiment un mécanisme qui s'est développé. Alors, je dirais qu'il a eu un peu, enfin, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, il a eu le vent en poupe notamment. Alors, Kyoto a joué un rôle assez important, mais en plus, ensuite, en fait, au début des années 2000, notamment, il avait vraiment le vent en poupe. Et jusqu'à Copenhague, en tout cas, notamment avec tout le travail qui a été fait autour des forêts, en fait, et la valorisation du carbone qui était dans les forêts, et aussi de se servir, en fait, des forêts, notamment des forêts tropicales comme
enfin, de les intégrer finalement aussi à ces mécanismes de marché, a fait que finalement, effectivement, cette question des mécanismes de marché, ils étaient très présents, on va dire, dans les négociations climat internationales, encore une fois, au moins dans la première décennie, de 2000. Alors après, peut-être pour un peu conclure, en fait, plus généralement, en fait, moi, enfin, la question que moi, je me suis posée, c'est que du coup, pourquoi finalement les élites économiques, les élites climatiques que moi j'étudie, en fait, elles promeuvent autant en fait, ce type de solutions, et notamment les solutions autour des questions de compensation. Et je pense que pour moi, ça s'inscrit finalement enfin, ça s'explique par plusieurs façons en fait. La première, pour moi, elle renvoie au fait que c'est cette idée en fait enfin, les mécanismes de compensation, ils participent à ce qu'on appelle parfois, enfin, ce qui est parfois appelé un geographical flattening en fait. Ils créent une sorte de fausse équivalence en fait. En fait, il fait plus, il permet de brouiller les distinctions en fait, qui existaient auparavant. Notamment en fait entre les pays industrialisés et les pays moins industrialisés, parce qu'il donne une sorte de fausse impression que justement les pays ou les entreprises ou aussi les individus en fait, parce que les individus aussi peuvent compenser leurs émissions. Ben, en fait, il réduit ses émissions, alors qu'en fait, il ne les réduit pas, lui, concrètement, il paye quelqu'un d'autre pour les réduire. Mais du coup, ça renvoie en fait ce sort de faux. En fait, ça renvoie en fait en fait, ça, en anglais on dit distorted. Enfin, c'est une image un peu. Enfin, c'est déformé effectivement de la réalité parce qu'au fond, ça donne le sentiment que l'on réduit ses émissions, alors qu'encore une fois, nous on ne les réduit pas. C'est quelqu'un d'autre qui les réduit à notre place. Donc là, pour le coup, pour moi, effectivement, c'est ce qui m'a aussi permis de comprendre pourquoi certaines élites avaient intérêt, enfin, ce système-là avait un intérêt, parce qu'au fond, c'est ce qui permet, au fond, à des individus, notamment des pays riches, à continuer, on va dire, à avoir le même mode de vie qu'avant, simplement en payant quelqu'un d'autre pour faire les efforts à sa place. Donc ça n'a pas de conséquences. En fait, ça permet finalement de ne pas changer en fait ces façons de vivre et ces façons de consommer, etc., fondamentalement. Euh, Ensuite, je trouve qu'il y a une autre dimension qui moi m'a toujours semblé aussi intéressant, c'est qu'au fond, en fait, ça permet aussi de créer aussi une sorte de fausse équivalence entre les tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis. En fait. Ça renvoie finalement cette idée qu'une tonne de carbone émise par quelqu'un de très riche avec son yacht est équivalent finalement à une tonne de carbone émise par un paysan au Bangladesh qui se sert de charbon pour chauffer sa nourriture et pour cuisiner et pour chauffer son habitation. Donc cette idée enfin, en fait, en prenant le carbone et notamment justement cette idée, en présentant le carbone comme une chose qui est finalement, enfin, c'est la même chose à travers le monde en fait, et sans tenir compte de qui émet, en fait, enfin, ça permet finalement d'effacer cette dimension-là, qui est aussi importante, c'est-à-dire qui émet et pourquoi il émet. Et du coup, encore une fois, je vois pourquoi, du point de vue des élites, notamment les élites économiques du Nord, ça aurait un intérêt. Parce que ça génère cette sorte de fausse équivalence et ça renvoie finalement cette idée qu'on a tous la même responsabilité, quelque part. Parce qu'on émet tous du carbone. Donc là aussi, on peut dire que ça a un effet flattening, c'est un effet d'aplanir un peu les choses et de ne plus faire ces distinctions qui, pour moi, me semblent importantes pour savoir de qui émet et pourquoi ils émettent. Parce que parfois, il y a des émissions qu'on pourrait qualifier d'émissions de luxe, qui sont un peu superflues, mais il y a aussi des émissions de survie. En fait. Il y a des émissions presque contraintes, quelque part. Et ça s'applique, et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique uniquement aux pays dits du Sud. Ça s'applique aussi à nos propres sociétés. Et donc, pour le moment, ça contribue aussi à laisser de côté cette question de qui doit payer, en fait, et qui doit faire les efforts. En fait. Enfin, en tout cas, ça les cache, en quelque sorte.
Et de ce point de vue-là, encore une fois, je vois, pour moi, c'est une des explications, en tout cas, une des hypothèses pour lesquelles j'estime, qui me permettent aussi d'expliquer pourquoi finalement les acteurs que moi j'ai pu étudier, donc ces élites qui sont engagées dans le débat climatique, sont si attachés finalement à ce genre de solution, et notamment à cette question de la compensation. Et enfin, et ça renvoie aussi finalement au point que j'avais soulevé dans l'introduction, c'est un peu cette question aussi enfin, je prends un peu moi je prends l'image enfin, des Shadocks, quoi. En fait, en fait, on a créé aussi une sorte d'usine à gaz, et finalement cette usine à gaz, euh, c'est une usine à gaz dont dépend tout un tas d'acteurs, des acteurs à tout un tas d'échelles différentes, quoi. Y compris d'ailleurs, et c'est ce que montrent aussi certains travaux dans des pays comme le Brésil, etc., y compris d'ailleurs certains représentants de populations indigènes, etc., locales, en fait, qui bénéficient aussi de ces mécanismes, sans nécessairement faire bénéficier le reste de la communauté ou les autres communautés. Donc en fait, ça a généré en fait tout un tas de dépendances que finalement en fait on a du mal à s'en séparer. En fait, on a du mal à s'en défaire quelque part. Et encore une fois, moi c'est ce que peut-être j'observe le plus en fait à l'échelle internationale, c'est ces sortes presque de sorte de fanatisme, en fait, cet attachement un peu fanatique à ces solutions. Encore une fois, alors que tout tend à démontrer que ça ne marche pas, en fait, que finalement, il y a toujours il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Mais encore une fois, à chaque fois, plutôt que de dire, bon, bah, on laisse tomber, on arrête de chercher on arrête de chercher à développer ces solutions-là, les réponses, c'est toujours, mais en fait, ça ne marche pas parce que on a besoin de plus d'expertise, parce qu'on a besoin en fait de plus de technologies pour pouvoir bien mesurer finalement le carbone qui est capté, le carbone qui est émis, etc., etc. En fait, voilà, c'est un problème technique, c'est un problème de design du système, mais c'est pas le problème que finalement, fondamentalement, finalement, le système il est faussé. En fait, il ne peut pas fonctionner. Et pour moi, c'est ce qui explique aussi quelque part cet attachement peu bizarre, qui me semble, qui pour moi est très paradoxal à ce genre de solution. Parce qu'encore une fois, c'est finalement en fait tout un secteur, en fait, que ce soit les gens qui certifient, les certifieurs, tout un tas il y a en fait tout un tas de métiers en fait, qui ont été créés, qui existent, qui n'existeraient pas finalement si ces mécanismes ne marchaient pas. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi, c'est pour ça que les acteurs de ces mécanismes sont aussi attachés à ces mécanismes. Je ne suis pas dans leur tête, mais je ne suis même pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes, en fait. Peut-être que peut-être que tu as réussi à le montrer dans tes travaux, je ne sais pas, mais je me questionne fondamentalement sur ça. Mais en même temps, je comprends qu'ils soient attachés, encore une fois, parce que parce qu'en fait, il y en a qui travaillent dans ce secteur depuis parfois 10, 15, 20 ans. Et donc, c'est ce qui, pour moi aussi, explique tout bêtement pourquoi ils continuent à vendre ces solutions comme étant des solutions crédibles face aux problèmes. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Salomé et si. C'est moi qui voudrais. Oui, peut-être si vous changez la place, comme ça c'est plus facile. Ok. Bien. Alors, donc, oui, donc, ce qui nous rassemble donc, aujourd'hui, c'est cette question, cette grande question du green capitalisme. Est-ce qu'il peut répondre au problème d'habitabilité terrestre? Sachant que moi, j'ai beaucoup travaillé, enfin, spécifiquement travaillé sur une forme de réponse dans ce cadre-là qui est la compensation écologique et pas la compensation carbone. Et donc, j'ai un peu renommé le truc en me disant est-ce que la compensation écologique, elle permet de faire face au déclin de la biodiversité? Et je voulais répondre en deux temps, en un peu vous expliquant en quoi et comment la compensation écologique s'est complètement intégrée dans ce système capitaliste actuel. Et que ces questions-là de biodiversité, c'est clairement une question d'habitabilité terrestre parce que
ça fait partie des frontières planétaires qu'on ne devrait pas franchir de trop si on veut arriver à vivre convenablement. Et en fait, on est quand même dans deux contextes différents. Tout à l'heure, tu disais, j'ai noté que le carbone, c'est la même chose à travers le monde. Que là, on est quand même dans une logique un peu différente où la biodiversité, bah, on le voit. En fait, on le voit direct quand bah, il y avait pas un entrepôt Amazon juste avant. Et bah, c'était une zone humide, maintenant c'est un entrepôt Amazon. Donc, c'est vraiment deux logiques différentes, mais finalement qui ont les racines similaires. Et donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer précisément ce que c'était la compensation écologique, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et puis déjà, pour vous expliquer aussi dans quel cadre, enfin, pourquoi ça ne marche pas, je me suis dit qu'il fallait que les gens comprennent ce que c'était. Et peut-être que tout le monde ne sait pas. Donc voilà. Et déjà, donc, pourquoi on a commencé à parler de compensation écologique? Bah, c'est parce qu'on fait face à un déclin massif de la biodiversité qui est sur un pas de temps 10 à 1000 fois supérieur que ce qu'on connaissait, enfin, des anciennes extinctions. Le dernier rapport, la WWF, disait que de 1970 à en 2020, il y avait 73% des vertébrés qui avaient disparu. Ce schéma dramatique et que tout le monde connaît d'une étude du muséum sur les tendances de population d'oiseaux parle aussi d'elle-même sur l'intensité et l'importance de ce déclin-là. Et donc voilà, il y a un déclin de la biodiversité et en plus de ça, on sait, en fait, on connaît les principales causes de ce déclin-là et c'est le changement d'occupation des sols. Typiquement, les prairies en France ont dégringolé pour faire, enfin, pour voir des champs de maïs, des champs de culture. Donc ça, c'est une perte d'habitat pour des espèces qui sont dépendantes des prairies. Et c'est aussi bah, toute notre artificialisation, dans le sens bétonisation, qui procure aussi un changement d'occupation, une perte d'habitat pour les espèces. Et il y a aussi la fragmentation des habitats qui est un peu... bah, la fragmentation des habitats, c'est... il y a moins d'habitats et en plus, ils sont étalés sur le territoire, ce qui fait qu'il y a des populations d'espèces qui se retrouvent isolées et donc ça entraîne leur extinction également. Et donc en fait, bah, voilà, on sait tout ça et on peut se dire bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réfléchit à nos manières d'aménager? Est-ce qu'on se dit on arrête de faire n'importe quoi? Est-ce qu'on se dit qu'on apprend à cohabiter vraiment avec les non-humains? Et en fait, la réponse dominante, ça a été, bah non, on va trouver un truc, on va compenser. Et donc, voilà. Euh, et en fait, ça, c'est la compensation écologique, elle vient pas de nulle part. Et je voulais un peu m'arrêter sur bah, c'est quoi ces racines idéologiques à la compensation écologique. Il y a des auteurs, enfin, c'est Damien et ses collaborateurs en 2021 qui ont fait une analyse de discours de 1958 à 2019, je crois, et qui ont dit que en fait, la compensation écologique, elle venait clairement des réformistes. Donc, c'est exactement le truc que tu disais tout à l'heure, à savoir, oui, bah, on sait qu'il y a un problème environnemental, mais on va trouver une solution et on ne va pas du tout renoncer à la croissance économique. C'est aussi survenu dans un contexte de politique néolibérale, de réglementation sous l'influence de politique néolibérale. Et donc l'idée, ça a été il y a plusieurs courants évidemment derrière ces réformistes-là. Nous, en France, c'est plutôt, on est venu contraindre l'aménagement par la norme. Et aussi en fait un petit peu par les prix parce qu'effectivement mettre en œuvre de la compensation ça coûte des sous et donc si on peut s'imaginer que si effectivement créer une compensation écologique coûte suffisamment cher, ça pourrait envoyer un signal prix qui ferait limiter de fait nos manières d'aménager. Il y a aussi une subtilité dans, on va dire, le cadre idéologique de la compensation, c'est qu'il y a un objectif que je vais un peu expliquer, qui est l'absence de perte nette de biodiversité. Et en fait, vu qu'on parle d'absence de perte nette, ça veut dire quand même, on admet qu'il y a un certain capital naturel qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se passer. Voilà, ça fait partie un peu de ce cadre-là. Et donc, d'un cadre où on se dit, bon, bah, on va continuer d'aménager, on va réfléchir comment réorganiser la nature dans l'espace
pour continuer à se développer, et plutôt que de remettre en cause notre manière d'aménager. Et aussi dans un contexte finalement encore, et tu l'as dit aussi, de complètement désengagement de l'État, et se dire, bah non, c'est les acteurs privés qui vont mettre en œuvre la compensation. Et donc, c'est plus l'État qui réfléchit à mettre en œuvre des politiques publiques de conservation de la biodiversité, c'est plutôt les acteurs privés qui, dans leur coin, vont mettre en œuvre des compensations écologiques. Et donc, il y a d'autres auteurs qui ont dit que en fait, la compensation, c'était clairement un slogan qui était utilisé pour neutraliser le conflit entre la croissance économique et la protection de la biodiversité. Et je n'ai pas évidemment cette citation en dessous de tête par cœur. Non, comment je vais faire? Bon, c'est pas très grave. L'autre citation en dessous que je n'arrive pas à voir parce qu'il y a la petite barre, c'est en fait le directeur d'Atosca, qui est le concessionnaire de la 69, qui dit on a le projet d'autoroute le plus vertueux en termes environnementaux. Et en fait, voilà, on arrive à ce genre de raisonnement-là. Un projet d'autoroute est le plus vertueux environnementalement, et notamment, il dit ça notamment en raison des compensations qui sont prévues dans ce cadre de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire la compensation dans le droit? Très vite, vraiment, juste c'est apparu il y a très longtemps, au final, enfin très longtemps, en 1976. Il y avait une obligation donc, de réaliser des études d'impact pour prendre en compte les projets d'aménagement, enfin prendre en compte l'environnement dans les projets d'aménagement et mettre en place donc la séquence ERC qui est éviter, réduire. Et à l'époque, c'était si possible compenser. En 2016, 40 ans plus tard, tous les principes de la séquence ERC sont repris et il y a ce fameux objectif d'absence de perte nette de biodiversité qui est rappelé. Et la compensation, elle s'applique dans plusieurs cadres, dans le cadre des documents d'urbanisme, dans le cadre des projets d'aménagement, selon plusieurs critères, notamment les critères de surface, de puissance installée, etc. Parfois d'office, typiquement un gros projet qui va artificialiser énormément à partir de 10 hectares, c'est systématique. Il est obligé de réaliser une étude d'impact, de mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire, compenser. Voilà. Et dans le cas de procédures spécifiques du Code de l'environnement, comme par exemple la dérogation espèces protégées ou loi sur l'eau ou la loi sur l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire séquence ERC? Très vite, il y a un projet qui va venir détruire la biodiversité. Il faut l'éviter au maximum. Si on ne peut pas éviter, on va venir réduire. Il en résulte un impact résiduel et on va compenser que si cet impact résiduel est significatif ou notable, sachant que ce n'est pas défini dans le droit, on ne sait pas ce que c'est des impacts significatifs. Mais bon, c'est quand même cela qu'on va devoir compenser. Tout ça dans une logique d'équivalence en qualité et en quantité. C'est-à-dire que si on détruit une zone humide, c'est une zone humide qu'on va compenser. Pardon. Et ça, c'est spécifiquement à la France, parce qu'aux États-Unis, c'est différent. Mais en France, c'est comme ça. Et en quantité, c'est-à-dire au moins la même surface. Souvent, c'est plus. Enfin, pas souvent, c'est plus. Au moins la même surface, et tout ça dans un objectif donc d'absence de perte nette de biodiversité. Il y a aussi des points qui sont notés dans le droit, à savoir que en fait, on doit mettre en œuvre ces mesures à un coût économiquement acceptable. Et si les atteintes au projet elles peuvent pas être évitées, réduites, compensées de façon satisfaisante, le projet n'est pas autorisé en l'état. C'est vraiment écrit dans le Code de l'environnement. Bien sûr, encore, c'est très subjectif. Donc, on se doute en fait que toutes les parties prenantes qui vont se saisir du droit et qui sont concernées par ces politiques-là, va y avoir une marge d'interprétation. Et moi, comment je le comprends, c'est que si la compensation écologique elle est trop complexe, trop coûteuse, elle doit inciter le maître d'ouvrage à éviter au maximum, réduire au maximum, voire même complètement renoncer au projet. Parce que c'est bien donc le maître d'ouvrage qui doit s'acquitter de son obligation de compensation, soit il peut le faire lui-même, soit il fait appel à un opérateur, donc, par exemple une entreprise de génie civil. Ça, c'est
de génie écologique. Ça, c'est la compensation à la demande. Moi, c'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui est le plus développé en France. Il y a aussi une forme de compensation par l'offre via des sites naturels de compensation où on peut acheter des unités de compensation. Mais en France, actuellement, encore pour le moment, ça n'existe pas vraiment de la compensation financière. En fait, on ne va pas donner de l'argent pour compenser quelque chose qui n'a pas de lien direct avec les impacts qu'on aura causés. Il y a plusieurs types de mesures de compensation. Par exemple, des mesures de création, ça va être la pose de nichoirs, la création de mares, création d'hibernaculum. On se doute que ce type de mesures sont très faciles à mettre en œuvre et surtout, elles ne coûtent pas cher. Là, l'hibernaculum, qui est donc un gîte à reptiles, c'est un tas de cailloux. Il y a des mesures donc, de restauration. L'idée, c'est de permettre l'autórégénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits. Là, pour les coûts de ce type de mesure, ça va varier en fonction de l'ambition qu'on met derrière l'action de restauration et aussi de l'état de dégradation du milieu. Donc, plus c'est dégradé, plus ça va coûter cher. Il y a des mesures de relâchement de pression. Par exemple, la désartificialisation d'un sol, retirer l'asphalte, c'est une opération de relâchement de pression qui est généralement coûteuse. Et aussi le prix du foncier en fonction de l'endroit où est-ce qu'on va mettre la compensation va varier. Si c'est dans un contexte urbain, le foncier coûte plus cher qu'en milieu agricole. Et il y a enfin encore des mesures de gestion conservatoire. Là, l'idée, c'est on va faire évoluer positivement les pratiques de gestion de l'habitat ou du milieu dans le temps et de façon pérenne. Soit on va décider de maintenir le milieu dans un état donné. Typiquement, c'est maintien du milieu ouvert. On va venir faucher régulièrement. Voilà, ça, c'est une mesure de gestion conservatoire. Ou alors, on va rien faire sans intervention. Ça, c'est des îlots de sénescence. Typiquement, on laisse la forêt tranquille. Et donc, en pratique, qu'est-ce que ça fait maintenant qu'on sait tout ça? Qu'est-ce que ça a donné que la compensation écologique, par exemple, elle soit prise dans une logique économique? Mais c'est que les acteurs privés, ils vont essayer de mettre en œuvre des mesures, mais il ne faut pas que ça leur coûte trop cher. Donc, dans cette logique-là de moindre coût, ce que ça donne, c'est des mesures qui sont de très petite taille. Là, j'ai analysé des données, 1153 mesures de compensation dans une base de données qui s'appelle GeoMCE, qui est une base de données nationale qui tente de recenser les mesures de compensation par l'intégralité. Et donc, c'est une surface de 0,41 hectares surface médiane, sachant que tout à l'heure, je disais que les projets de 10 hectares, ils étaient obligés de mettre en œuvre de la compensation. Enfin, la séquence ERC et compenser les impacts résiduels significatifs ou notables. On voit la différence entre 0,41 hectares de compensation et 10 hectares d'artificialisation. Et en plus de ça, elles sont en fait dispersées dans le territoire et il n'y a pas vraiment de cohérence écologique. C'est juste au gré des opportunités foncières en fait pour l'acquisition ou ils souscrivent des baux par exemple avec des agriculteurs. Voilà, donc on a un maillage des toutes petites mesures, pas pensées de manière cohérente écologiquement. Et en plus, sur le type de mesures qui sont légèrement mises en œuvre, vous vous doutez bien que c'est celles les plus simples dont je parlais tout à l'heure. C'est genre, on va créer une mare, on va faire l'hibernaculum, donc ce fameux gîte à reptiles, parce que c'est des mesures qui sont faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses. Voilà, on est en total décalage avec les impacts et aussi les principales causes du déclin de la biodiversité dont je parlais tout à l'heure, qui est le changement d'occupation des sols et la fragmentation des habitats. Un décalage total. Toujours dans cette logique de minimisation des coûts et aussi de jeu en fait avec la réglementation. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une marge d'interprétation. Donc déjà, ça, ils se saisissent vachement cette marge d'interprétation de la loi. Mais il y a aussi clairement des fois un peu un jeu en se disant en fait notre projet il est tout petit, l'État a de moins en moins d'argent pour aller
exercer faire des contrôles des mesures. Et donc, du coup, j'ai tiré aléatoirement dans GeoMCE des mesures de compensation. D'un côté, je lisais la description des mesures. Donc là, il y avait renaturation d'un fossé et plantation d'une ripiscible le long d'un projet. Et donc, je suis arrivée sur le site et il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et voilà, ça, c'est encore une fois très facile à mettre en œuvre et peu coûteux. Mais bon, c'est un pari. C'est un pari. Et en fait, c'est possible aussi parce que c'est un petit projet qui n'est pas sous le feu des projecteurs. C'est typiquement pas la 69 dont je parlais tout à l'heure. Nous, on ne va pas alerter les services de l'État là-dessus parce que probablement que les gens ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un parc photovoltaïque à cet endroit-là. Donc voilà, un arbitrage qui s'opère au détriment de la biodiversité. Et aussi, tout à l'heure, je disais, il faut absolument qu'il y ait un certain capital naturel dont on ne peut pas se passer. Ce n'est pas tout le capital naturel et il y a globalement toute une partie de la biodiversité qui est oubliée, qui est notamment la biodiversité dite ordinaire commune. Parce que, encore une fois, en analysant les données de GeoMCE, on s'est rendu compte que la quasi-totalité des mesures de compensation, elles étaient mises en œuvre dans un contexte très précis qui était la dérogation espèces protégées et la loi sur l'eau. Donc, finalement, des espèces donc protégées et des habitats prioritaires, alors que la loi, elle dit qu'il faut qu'on pense toutes les composantes de la biodiversité, tout ce qu'on impacte. Elle ne fait pas de distinction. Donc là, on est encore face à une interprétation de la loi. Dans les incidences, tout à l'heure, je disais les impacts résiduels, ceux qui étaient compensés, c'était les impacts résiduels significatifs ou notables. Et là où notable aurait pu s'entendre comme, par exemple, plutôt quelque chose de quantitatif, à savoir, je sais pas, le nombre d'individus qu'on va impacter, la surface qu'on va impacter, on se rend compte que c'est plutôt interprété d'un point de vue qualitatif avec les espèces protégées et les habitats prioritaires au détriment donc, de toute une partie de la biodiversité. Et ça, c'est lié aussi à nos connaissances en biodiversité, et à l'inégale répartition des espèces qui sont protégées. Et donc, en fait, les invertébrés, la flore, les crustacés, les mollusques et la fonge, ça, c'est quasiment jamais inventorié et donc jamais compensé. Et il n'y a que 16% des espèces qui font l'objet d'une évaluation des impacts. Et ceux qu'on connaît le mieux, c'est les oiseaux, et eux, on y fait attention. Mais par contre, les champignons, on s'en fout. Les insectes. Et les insectes aussi. Et une autre analyse qu'on a fait avec des collègues du muséum et d'ailleurs, en fait, c'était de regarder, de se dire que là où la compensation pouvait être pertinente d'un point de vue écologique et répondre à ces objectifs d'absence de perte nette de biodiversité, il fallait qu'elle soit mise en œuvre dans des espaces qui étaient dégradés, autrement dit de faible intégrité biophysique, c'est-à-dire très anthropisés en fait. Plus c'est anthropisé, typiquement tout à l'heure je parlais de mesures de relâchement de pression par exemple un parking, c'est très artificialisé, c'est une très faible note d'intégrité biophysique. Ça aurait du sens de désartificialiser tout un parking, mais bon ça coûte cher, voilà, mais ça aurait du sens. Et donc on a voulu regarder ça, donc on a pris la carte nationale qui a été développée par l'UICN, qui en fait donne une note d'intégrité biophysique à plein d'endroits, et on a superposé les mesures de compensation et on a fait la différence entre c'est quoi la note médiane en France d'intégrité biophysique, à quel point la France est anthropisée, on va dire, et c'est quoi la note médiane des sites de compensation. Et là, un truc de ouf. La note médiane en France est de 60 d'intégrité biophysique et de 71 en France métropolitaine. Là où les mesures de compensation, elles ont une note de 145. Donc en fait, elles sont implantées dans des espaces où il y a déjà un bon niveau de biodiversité. C'est encore une fois complètement incohérent. Incohérent et notamment, on sait ce qui détruit la biodiversité. Voilà. Voilà. Et donc, en conclusion,
En conclusion, la stratégie globale de cette politique publique est en fait complètement insérée dans des logiques économiques. C'est de laisser faire les acteurs privés, mais les acteurs privés, ils n'ont aucun intérêt à préserver la biodiversité. C'est pas leur leitmotiv. Et eux, ils vont plutôt répondre aux exigences administratives à moindre coût pour obtenir l'autorisation du projet. Ils vont un peu jouer aussi avec l'administration en se disant peut-être qu'on va pouvoir passer entre les mailles du filet ou alors simplement se concentrer sur des espèces protégées. Voilà. Et en définitive, ça c'est vraiment pour moi la stratégie dans le cadre du capitalisme vert, c'est de déplacer les coûts. En fait, au lieu que ce soit imputé que ce soit les acteurs privés qui payent, bah, c'est nous et c'est surtout la biodiversité. Voilà. Et pour les services de l'État, eux, ils sont plutôt dans une posture où ils réalisent des compromis entre demander des mesures de compensation qui seraient ambitieuses, qui nécessitent parfois des techniques écologiques qui ne sont pas forcément éprouvées parce qu'il y a peu de pratiques, ou avec plutôt des mesures de compensation qui sont faciles à mettre en œuvre, comme la création de mares ou pose d'hibernaculum, tout ça. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont dans un contexte de baisse de moins en moins de moyens en fait pour aussi exercer leur travail, qui rend les choses pas simples. Et il y a aussi quelque chose que je trouve dont j'ai peu parlé, mais qui me paraît important, c'est en fait cette focalisation. Mais tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, cette focalisation sur en fait la compensation carbone, la compensation écologique. Et ben en fait, ça façonne nos pratiques, le langage qu'on va utiliser, notre manière dont on parle de la nature. Et là, l'objectif global dans la compensation écologique, c'est atteindre l'absence de perte nette de biodiversité. En fait, ça devient le seul objectif ultime qu'on va aller essayer d'atteindre, alors qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce projet-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin... Et en fait, ça, on n'en parle même plus, et ça façonne aussi nos pratiques en tant que scientifiques. La plupart des scientifiques vont travailler sur ce sujet-là de la compensation en se disant quelle va être la meilleure pratique pour dimensionner la compensation écologique. Alors, encore une fois, qu'on pourrait se poser d'autres questions. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, c'était vraiment passionnant. Et je vous pose une question chacune et puis on ouvre aux questions et au débat de la part du public en ligne et en salle. Alors, pour Edouard, disons, l'une des choses qui m'a frappée dans ton livre, dans la description du fonctionnement du marché des crédits carbone, c'est le fait que ce qui caractérise un peu le capitalisme vert, ce n'est pas seulement le fait de mettre en valeur de façon active la nature et l'exploitation des ressources, mais aussi qu'on peut faire des profits à travers la non-exploitation directe des terres, des milieux, etc., à travers les pratiques de réensauvagement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que ce concept, ce discours du réensauvagement, il existe un peu à la lisière entre différents l'environnementalisme des riches ou le capitalisme vert, comme tu l'as bien décrit, et il remonte aussi à l'ancien environnementalisme conservateur de la Wilderness aux États-Unis. Mais que c'est aussi un discours que l'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans les ZAD, où aussi il y avait un livre qui a été pas mal discuté il y a un moment qui s'appelait Half-Earth Socialisme, qui proposait de conjuguer la planification écologique et le réensauvagement de la moitié de la planète. Et donc, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que ce que je te demanderais, c'est qu'est-ce qui caractérise, à ton avis, cette manière de prôner le discours du réensauvagement ou d'exploiter, de valoriser le réensauvagement du côté du capitalisme vert,
Et qu'est-ce qu'il faudrait, disons, pour des pratiques de réensauvagement, comment dire, d'autres signes, que ce soit, est-ce que c'est une question de taille, comme le prenaient les auteurs de Alfred Socialisme, que, disons, pour ne pas valoriser, capitaliser sur les lots de terre réensauvagés, il faut juste abandonner une partie de la Terre et de la planète, se retirer, ou est-ce que c'est plutôt une question de projet politique, comme c'est le cas dans les ZAD, qui sont des tout petits niches de réensauvagement, c'est présente tout ça. Et pour Salomé, alors, à la base, au début, je voulais te poser la question, comment peut-on démocratiser et rendre plus transparentes ces pratiques de compensation écologique? Comment peut-on, disons, étendre au niveau de contrôle qu'on a sur le choix des mesures de compensation qu'on met en place? Mais après, à la conclusion de ton intervention, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Et que ta critique elle est bien plus radicale et j'imagine, je comprends à raison. Et donc, je te demande, est-ce que il y a des bons exemples à l'échelle internationale de pays dans lesquels les pratiques de compensation de la perte de la biodiversité sont plus vertueuses, ou est-ce qu'il y a des collectifs, des élus, des acteurs politiques qui en France portent un discours politique sur cette question et une critique de comment est mise en acte cette séquence ERC. Et donc, voilà, c'est mes questions. Non, bah, merci. Retirer le diaporama, comme ça Oui. permet aux gens en ligne de vous voir plus Bon. complètement. Oui, ok. En ce qui me Vous le concerne. valez bien. Ah, moi, je sais pas. Pardon, moi. Mais non, en fait, oui, effectivement. Merci déjà merci pour les questions. Effectivement, en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, finalement, en travaillant sur les élites climatiques, c'est de voir que parmi, en fait, je pense que tu fais référence aussi au chapitre où je parle en fait euh, de grands propriétaires terriens au Royaume-Uni. Et ce qu'on est en train de voir, et notamment en Écosse, en fait, c'est toute une mode chez des personnes très fortunées d'achat de terres et donc en quelque sorte de reconstitution de très grands domaines. Et en même temps, en fait, de transformation de ces grands domaines en espaces où il n'y a plus d'humains. En fait. Donc, en fait, il y a une forme d'exclusion aussi des humains de ces espaces, c'est-à-dire à la fois en excluant des populations qui vivaient en fait dans ces espaces. Et là, je parle vraiment, en fait, je parle pas que d'Amazonie et tout comme ça. Je parle aussi d'Écosse, donc ce qui est assez intéressant. Et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est de privatisation dans le sens où finalement ces espaces ne sont même plus traversables en fait par les humains. Parce qu'en fait, il y avait aussi il y a eu toute une mobilisation au Royaume-Uni récemment parce qu'effectivement, jusque-là, en fait, il y avait une sorte de... enfin, c'était pas... Enfin, il y avait une tolérance en fait pour que les gens puissent finalement traverser, marcher dans ces espaces, dans ces terres, dans ces grands domaines. Et effectivement, depuis quelques années, on voit en fait un sorte de processus où des gens donc, rachètent ces terres et en même temps, ils les privatisent complètement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'argument qui est mis en avant, en fait, un des arguments qui est avancé, c'est justement, en fait, on se sert en fait de la question climatique comme prétexte aussi à faire ça. Mais quelque part, c'est un peu dans le prolongement en fait de pratiques assez anciennes. Donc c'est pour ça que quand tu parlais du conservationnisme historiquement, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, c'est un peu les mêmes personnes. Enfin, c'est une nouvelle forme de conservationnisme en quelque sorte. C'est juste que finalement, désormais, en fait, on justifie ce conservationnisme à travers cette question en fait de la lutte contre le dérèglement climatique, en mettant en avant finalement le fait que ces terres, en fait, ce sont des terres qui
qui stockent en fait du carbone et que du coup, en fait, il faut préserver ces terres aussi parce que justement, ce sont des réserves de carbone. Et du coup, quand la question du réensauvagement, quelque part, elle sert aussi enfin, elle est aussi rattachée à cette question du climat, parce qu'au fait, finalement, c'est pas que, enfin, on peut aussi créer des nouveaux puits de carbone en fait dans ces espaces. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, en laissant finalement la nature revenir, bah, finalement aussi, on permet de stocker en fait plus de carbone. Et donc, on voit bien comment en fait, enfin, moi, j'interprète en tout cas ce discours, en fait, enfin, ce qu'on constate finalement, c'est voilà, une sorte de réadaptation en fait, des discours conservationnistes par le prisme en fait, de la question climatique, en prenant finalement cette question, la question climatique, comme en se raccrochant à cette question-là, bah, finalement, on peut valider, on peut légitimer en fait, des pratiques qui n'ont jamais vraiment disparu, en fait. Mais elles deviennent justifiables, en fait. Du coup, encore une fois, la privatisation de terres, comme avant, en fait, on créait des parcs nationaux ou des parcs naturels, en fait, dans différentes régions d'Afrique. Et donc, quelque part, en fait, à travers cela, en fait, on justifiait aussi une exclusion de l'homme de certains espaces, y compris des populations qui, en fait, parfois vivaient là depuis très longtemps. Eh bien, on fait un peu la même chose aujourd'hui, mais en se servant finalement de la crise climatique comme prétexte aussi, en fait, pour justifier finalement ce genre de pratique. Et en plus, et c'est ce qui est intéressant dans le cas britannique, c'est qu'en fait, c'est aussi une source de revenus potentiels. Parce que finalement, le réensauvagement, enfin, en fait, c'est cette idée au fait aussi que, en fait, il y a aussi une volonté, à partir du moment où le carbone atteint un prix, bah, finalement, en fait, le carbone stocké a un prix, mais aussi le nouveau carbone que l'on va stocker, enfin, à travers justement, je sais pas, la plantation de forêts ou la réimplantation, on va dire, de forêts qui ont disparu, ou etc. Où, ben, en fait, ça a potentiellement aussi un prix, donc c'est aussi potentiellement valorisable. En fait, c'est aussi générateur de crédits qui, eux, peuvent être vendus en fait, à des acteurs économiques pour qu'ils puissent compenser leurs émissions. En fait, c'est aussi une source d'enrichissement potentiel, ce qui crée aussi un incentive, enfin, supplémentaire pour justement se lancer dans ce genre de, se lancer dans ce genre de pratiques. Mais encore une fois, fondamentalement, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est comment il y a toujours cette idée en fait, ça a toujours un coût notamment un coût social, en fait. Que ce soit pour des populations enfin, voilà, que l'on déplace, y compris encore une fois dans les Highlands écossais, parce qu'ils n'ont plus le droit d'habiter sur des terres, parce que maintenant ces terres appartiennent à un grand propriétaire, ou les populations autochtones en fait qui vivaient aussi dans les forêts, qui désormais en fait sont devenus des puits de carbone à valoriser, et donc en fait donc on exclut parce que justement on ne veut pas en fait qui s'adonnent à des pratiques traditionnelles de chasse, de découpe d'arbres, etc. Des choses qui étaient en fait essentielles pour leur survie ou voilà, qui garantissaient leur survie dans ces espaces-là. Donc ça, ce coup-là, finalement, il a tendance aussi, très souvent, en fait, à être un peu laissé de côté. En fait. Euh, voilà. Et je finirai peut-être là-dessus. Tout ça sous-entend aussi cette idée d'un retour à une nature, mais qui en fait n'est pas évidente à. En fait, enfin, on revient à quoi en fait exactement en fait, déterminer avec précision en fait ce vers quoi on revient. Ce rewilding, c'est un peu voilà, cette idée de retour à wilderness. Mais le wilderness en lui-même, finalement, en fait, il y a une dimension assez subjective aussi. Parce qu'encore une fois, ça sous-entend, et dans le cas américain, c'était vraiment ça, sous-entend qu'il n'y avait personne, en fait, dans ces espaces avant. Alors qu'en fait, il y avait des gens. Donc, en fait, l'humain fait partie du wilderness aussi, quelque part. Mais dans les conceptions actuelles, en fait, l'humain n'en fait pas partie. Donc, et ça, pour le coup, c'est aussi un élément que je trouve assez problématique. Ça vous aide?
Je crois que j'ai oublié la question. J'ai noté quelque chose. Est-ce qu'il y a de bons exemples, enfin, d'autres manières de faire, en fait, à à l'international l'international? ou des acteurs politiques en France qui portent un discours sur cette question. Moi, je connais très très mal ce qui se passe à l'international. Juste, j'ai un exemple où à Madagascar, en fait, le droit de l'environnement est relativement le même qu'en France, relativement le même. C'est-à-dire que les études d'impact, ça existe aussi. On doit aussi mettre en œuvre la séquence ERP. Et en fait, à la différence de nous, les études d'impact, ce sont des bureaux d'études spécialisés en environnement qui les écrivent. Eux, c'est pareil. Enfin, la différence, eux, c'est pareil. En fait, il y a aussi des bureaux d'études qui écrivent les études d'impact et qui réfléchissent à quel point enfin, quelles espèces on va venir impacter, quel milieu, enfin, qui définissent ça de manière scientifique. Mais en fait, ils se font aussi appel à la population parce que la population ne porte pas le même regard sur l'environnement parce qu'ils ont des pratiques culturelles notamment particulières. Donc, du coup, ils ont fait des expérimentations où ils ont inclus la population dans l'écriture en fait, de l'étude d'impact. Ils ont un peu mélangé les deux en mettant et des objectifs scientifiques et des objectifs plutôt culturels. Et ça me paraît être assez intéressant parce que peut-être que on peut se dire que nous, en France, on a moins de rapports culturels peut-être que certains peuples ailleurs. Mais en fait, on porte quand même un regard particulier qui est pas toujours scientifique sur l'environnement. Et ça me permettrait peut-être déjà de mettre plus de démocratie sur nos manières de mettre en œuvre ces politiques publiques-là. Et aussi, et ouais, peut-être plus de démocratie et puis de porter le regard sur des objectifs, enfin pas que sur les espèces protégées par exemple, pas que sur les habitats prioritaires comme je disais tout à l'heure. Et sur des collectifs en France plus, euh, il y a sur des collectifs en France, attendez, en fait, il y a toujours cette question, moi j'ai l'impression de la démocratie, à quel point on pourrait inclure la population dans ces démarches-là d'aménagement. Parce que l'idée, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce serait pas mal d'arrêter ce business as usual de toute façon, on va faire tous ces projets-là, comment on peut les faire? L'idée, ce serait de se dire, bah, est-ce que c'est intéressant de faire ces projets-là? Pourquoi? Et en fait, au lieu que ce soit, enfin, ce serait pas mal d'inclure la population dans ces décisions. Et en fait, il existe l'enquête publique en France, mais l'enquête publique n'a pas de portée réglementaire. En fait, l'issue de l'enquête publique n'a pas de. En fait, si, par exemple, il y a, ben, par exemple, pour la LGV Bordeaux-Dax, il y a eu les résultats de l'enquête publique qui a dit que 97% de la population qui s'était exprimée par des enquêtes enfin, ils ne veulent pas de cette LGV, sur 14 000 enquêteurs, enfin, personne enquêté. Et en fait, malgré tout, l'État passe en force et l'État veut quand même faire ce projet. Et c'est là où ça pose question aussi. On se dit, enfin, c'est là aussi où ça pose question et je me dis qu'on pourrait réfléchir à des manières d'inclure davantage la population, sachant qu'elle demande, enfin, qu'on demande d'être intégrée dans les décisions de ce qui va se passer à côté de chez nous, de comment on aménage. Et par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, avait donné des propositions en ce sens-là de réduire notre manière d'artificialiser les sols. Et par exemple, dans le cadre de la 69, il y a eu aussi du projet d'autoroute de la 69, il y a eu un contre-projet en se disant, enfin, la population s'est saisie du sujet en disant, OK, bah, on ne veut pas de l'autoroute, mais on veut bien d'autres manières d'aménager. Il y a des idées en fait, et il y a de la demande pour plus de démocratie, mais ce n'est pas institutionnalisé parce que ce n'est pas dans l'intérêt actuel. Mais voilà. Et sur la compensation précise, j'ai travaillé dernièrement à la Ligue pour la protection des oiseaux en Vendée. Et, et en fait, eux, leur objectif, c'est d'installer des paysans et des paysannes qui ont des pratiques favorables à la biodiversité, euh, plutôt que ce soit l'agriculture intensive qui domine sur le territoire, et aussi pour faire face en fait,
au fait que dans 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite et qui, du coup, ça veut dire autant, voire plus de terres qui se retrouveraient, enfin, qui en fait. Et donc, la LPO achète des terres pour installer des paysans. Et ils ont réussi enfin, à avoir de l'argent via la compensation écologique pour acheter certaines terres. Et donc, c'est une association qui achèterait des terres pour installer des paysans qui ont des pratiques favorables. Et une manière de suivre en fait ces pratiques-là, c'est d'inclure la population des habitants et des habitantes. Tous les 2 ans, ils vont se balader sur la ferme. Ils se disent, bon, bah, comment on peut améliorer la biodiversité dans ta ferme? Et en fait, tout le monde se met autour de la table. Et là, on a vraiment un autre rapport en fait à la nature. Ça devient un espace commun. Le paysan qui travaille sa terre à côté de chez moi, c'est pas seulement sa propriété, c'est finalement aussi la biodiversité dont je vais bénéficier. Et donc, ça me paraît être une pratique intéressante. En fait, via la compensation, on réfléchit à un autre mode d'agriculture et en plus, on inclut la population sur les décisions, dans les manières de faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Moi, Nathalie Blanc, géographe, ça conduit la question que je vais poser. En fait, ce qui me frappe, et depuis un moment, c'est cet usage de l'espace pour caractériser les politiques environnementales. Et qui fait de la zone, enfin de l'outil de zonation, plus précisément un enjeu politique tout à fait majeur, que ça soit sur le plan des politiques publiques ou de l'action privée, puisque c'est aussi ce que vous dites sur la question. Et même sur les 30% un tiers de la terre qui devait être laissée aux sauvages. Donc voilà, j'aurais voulu savoir comment, parce que c'est un peu un tournant d'une certaine manière, notamment en France, puisque j'étais par ailleurs dans la politique de la ville, et quand on travaillait dans les quartiers prioritaires, c'était des zones exceptionnelles d'une certaine manière, et on sortait du système régalien qui consistait à avoir tout le territoire était le même, d'une certaine manière, et traité de la même manière. Et là, de plus en plus, on est dans des politiques d'exception spatiale, d'une certaine manière. Et ça me frappe parce que c'est un outil politique important. Euh, et de fait, d'une certaine manière, ce qu'on voit aussi arriver avec les nationalismes, les identitarismes, etc., c'est à nouveau ce registre spatial qui est mobilisé de manière extrêmement forte. Alors voilà, je voulais vous entendre un peu sur ça. C'est vrai que vous mettez, vous dites d'une certaine manière, l'espace de la compensation, c'est un espace qui n'est pas approprié. Et donc, d'une certaine manière, on n'y fait pas attention et il n'y a pas de véritable compensation puisque les gens ne se sont pas appropriés cet espace. Et vous opposez cet espace, là, dont vous nous avez montré l'image avec la ligne de photovoltaïque et ce fameux fossé qui n'a pas été fait, à un espace approprié où la biodiversité deviendrait un bien commun. Là aussi, vous opposez des types d'espace et des types d'appropriation comme étant des façons de caractériser, d'une certaine manière, un renouveau des politiques publiques, ou des politiques tout court d'ailleurs. Je ne sais pas si ça appelle à des commentaires. Je ne sais pas trop. Non, non, je pense que cette question de l'exception spatiale, elle est, oui, elle est très intéressante en fait. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que elle est assez, parfois, elle est assez répandue. En fait, ce qu'on voit même dans les approches écomodernistes de la question environnementale, c'est en fait, on justifie finalement le technosolutionnisme et les approches ultra centrées sur les nouvelles technologies euh, par cette idée en fait que ça permet aussi une nouvelle forme de enfin, ça te permet de ne pas empiéter finalement sur la nature et de créer en fait une sorte de concentrer les activités humaines dans des espaces essentiellement urbains, etc.
du coup de complètement délaisser en fait d'autres espaces qui seraient justement laissés libres à enfin voilà au rewilding ou à d'autres choses quoi. Et du coup c'est pour ça que ce qui est assez marrant, intéressant, je trouve, en tout cas, c'est un peu la réflexion enfin, que moi ça provoque en fait, c'est cette idée que finalement cette idée en fait d'exception spatiale, on la retrouve en fait, elle est assez, enfin oui, elle recouvre le spectre, on va dire, des solutions qu'on cherche à avancer sur les questions climatiques ou sur les questions environnementales. Euh, Chacun à sa manière prône finalement une forme d'exception spatiale et je pense que le lien aussi avec cette question des nationalismes, mais aussi, et moi peut-être en travaillant plus sur les élites économiques, en fait on le retrouve aussi, en fait cette idée et je trouve que quelque part le Covid il a aussi un peu renforcé ça, enfin, cette idée en fait de se créer en fait des zones, des espaces protégés pour soi aussi quelque part en fait. Alors, sur le cas des ultra riches et le climat, enfin, les exemples les plus connus, c'est les gens qui rachètent des terres en Patagonie ou en Nouvelle-Zélande et qui le font aussi dans une sorte de logique aussi, comme on retrouve dans les villes avec des quartiers protégés, se retrouvent à faire exactement la même chose, mais presque à l'échelle planétaire en disant en cas de pandémie ou en cas de crise climatique, avec tout ce que ça implique en termes sociaux, etc., bah, je vais aussi pouvoir me créer en fait une zone d'exception, ou en tout cas une zone protégée dans laquelle aussi je peux me retirer. En fait. Donc cette idée aussi, c'est aussi ça, enfin, c'est peut-être un autre pendant en fait, de cette question aussi de l'accaparement de terre qu'on est en train d'observer, de privatisation en fait, d'espaces dits naturels, c'est qu'en fait ce sont aussi des espaces de refuge pour certains et d'exclusion d'autres, en fait. On le privatise, mais aussi parce que, quelque part, c'est un espace, c'est un endroit vers lequel on peut aussi se retirer, en fait, et dont on peut exclure, en fait, le reste de la population mondiale. Parce qu'en général, dire, ceux qui se retrouvent à être exclus aussi de ces espaces, ce sont souvent les populations les plus pauvres, les plus précaires, etc., qui n'ont plus le droit, en fait, de se servir de ces espaces qui parfois étaient des espaces aussi partagés, des espaces communs, des espaces qui appartenaient à personne et tout le monde à la fois, quoi. Et en tout cas, enfin, c'est pour ça que la notion d'exception spatiale, elle est très, pardon, voilà, en tout cas, voilà, elle est très intéressante et très pertinente, ouais. Mais du coup, d'une certaine manière, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, là, parce que encore une fois, je suis géographe et la question de l'espace, d'un espace pas matériel, pas écologique, jusque dans les années 60, ça prédomine. C'est-à-dire qu'on fait des cartes de villes, mais en fait, il n'y a pas de dimension environnementale. Et on a progressivement, à partir des années 80-90, introduit la question environnementale, mais il n'empêche qu'on continue à penser cet espace et cette exception spatiale d'une certaine manière hors sol. C'est-à-dire que ces espaces d'exception environnementaux, on les conçoit comme des espaces du sauvage éventuellement, ou des espaces protégés, ou des espaces, etc., Ouais. mais sans tenir compte des connexions que les éléments naturels de ce milieu pourraient avoir avec d'autres échelles, d'autres territoires, etc. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, c'est prévu dans la loi, en fait, dans le cadre, je reviens du coup à la compensation écologique. Tout à l'heure, je disais que la compensation écologique, elle pouvait être mise en œuvre dans les documents d'urbanisme. Donc là où on a effectivement cette carte, cette carte de l'espace, et on se dit, bon, mais ici ce sera de l'habitation, ici ce sera un milieu naturel, ici ce sera. Et en fait, ça, c'est prévu dans la loi, on est censé mettre en œuvre la séquence ERC à ce moment-là, même déjà à cette étape-là, où on définit les documents d'urbanisme. En fait, ça devrait être ce moment-là où justement on pense les liens entre les différentes zones écologiques. Et on se rend compte à quel point le territoire est fini aussi, parce que parce que c'est visuel. Et donc, si on décide de faire un parking ici, bon, bah, ok, ça veut dire qu'on supprime. Enfin, c'est visuel. Donc là, il y aurait un intérêt majeur à développer la compensation écologique à cette échelle-là.
Sachant qu'en plus c'est prévu par la loi, malheureusement, c'est très peu mis en œuvre parce que il n'y a pas les les mêmes sous. Les acteurs privés ont plus d'argent que l'État pour développer ces mesures-là. Et puis en fait, chacun se renvoie un petit peu la balle en disant, bon, mais de toute façon, les projets sont obligés de mettre en œuvre la séquence ERC, donc on peut les laisser faire. En fait, tout le monde se renvoie un petit peu la balle comme ça, et au final, la biodiversité meurt. Oui, et puis il y a une chose qui est très importante dans cette logique d'appareillage de l'espace pour qualifier ces politiques, c'est qu'on n'utilise que l'idée de localisation. C'est-à-dire qu'on va mettre ici ça, indépendamment des processus vivants, dynamiques, naturels, etc. On reste sur une très vieille conception de l'espace, qui est une conception de distribution géométrique, je ne sais pas comment dire. C'est quasiment la guerre là qu'on fait, on place des armées dans l'espace. Et on n'est pas sorti de cette logique-là, on dépend de... Et ça dit l'importance du foncier de ce point de vue-là, comme outil de pouvoir, quoi. C'est... Un petit pouvoir, mais dont on est complètement dépossédé, étant donné que... Si ce on, c'est nous, ça, oui, ça c'est clair. Ça. C'est ça. C'est nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une remarque, peut-être ça me rappelle un peu les zones conservées, les non conservées. Je suis géographe aussi. Donc, Ah, c'est ça, c'est horrible. et ça me rappelle peut-être des concepts de convivial conservation. Là, normalement, c'est le contraire. Enfin, je sais pas, c'est des chercheurs comme Frank Bouchard hollandais qui mettaient en évidence que, en fait, des zones conservées sont impactées. Il y a des connexions avec les humains. Et les zones en fait non conservées, il faut peut-être faire des efforts que les deux zones sont plus connectées en fait. Et donc, parce que sinon, il y a des zones sacrifiées, il y a d'autres zones protégées, ça ne marchera jamais normalement. Comme ça. Parce qu'il y a trop de connexions entre les différents espaces, on peut dire comme ça. Et peut-être la question, ça me rappelle un peu des inégalités, le concept de colonialisme climatique aussi. Peut-être que vous avez travaillé aussi, parce que qui émet, en fait, ça renvoie tout de suite aux inégalités entre différentes communautés et de connecter peut-être aussi ces notions de marginalisation ou de colonialisme climatique. Oui, non, absolument. Enfin, cette notion de colonialisme climatique, colonialisme vert, c'est un concept effectivement qui est assez approprié aussi, notamment effectivement à la fois par rapport à la question sur les questions de qui paye, à la fois qui paye en termes de qui est le plus impacté et qui est le plus vulnérable, mais aussi qui finalement, à travers notamment ces mécanismes de compensation, se retrouve à devoir en fait aussi prendre en charge en fait l'effort en fait lié à la réduction notamment la réduction des émissions. Et du coup, c'est pour ça que ces questions de rapport nord-sud, en fait, ils restent encore très centraux au débat, aux négociations de climat. Mine de rien. Et ça, c'est aussi c'est un sorte de reliquat, on va dire, aussi du colonialisme, quelque part, en fait. Mais donc, oui, absolument. Après aussi, alors, une fois, je ne suis pas géographe pour le coup, mais pour le coup, non, mais ça a dû se voir d'ailleurs et s'entendre. Non, mais par contre, j'adore, enfin, je trouve ça, j'ai beaucoup de. Je me suis du coup un peu intéressé alors c'est les travaux j'ai oublié son nom, je crois qu'il est à Cambridge, mais qui travaille sur les questions de nature urbaine et ces questions aussi de l'espace urbain. De Matthew Gandhi. Voilà, de Matthew Ouais, Gandhi. et pour le coup, c'est pour le coup ces travaux-là, je les ai trouvés aussi très intéressants parce qu'au fond, c'est aussi une manière indirecte aussi de questionner en fait aussi ces sortes de zonages en fait qu'on a tendance à faire et entre ville et nature, entre ce qui constitue une zone effectivement naturelle et ce qui ne l'est pas. Et je trouve qu'en fait, pour moi, moi, vraiment, je trouvais que c'était fascinant en fait de voir comment
il a aussi changé mon propre rapport en fait à la ville quelque part. Parce que là où je voyais justement pas de nature, bah, finalement en fait ce qui met en évidence, c'est qu'en fait bah, cette notion d'écologie urbaine, enfin finalement, enfin ça permet aussi de se rendre compte en fait finalement que la nature elle est là. C'est juste qu'en fait c'est plus sur la question de ce qui et ça renvoie, et c'est là où ça renvoie aussi à ces questions peut-être presque de nationalisme. C'est ce qui constitue finalement une nature acceptable et ce qui ne l'est pas, et aussi notamment à travers cette notion d'espèces. Enfin, en fait, il y a toujours cette distinction qui est faite en fait, entre, quand on parle de rewilding notamment, c'est de rétablir des espèces, on appelle ça. C'est quoi? Ouais. Comment? Le bison. Non, mais les espèces qui étaient là, Endémiques. endémiques, voilà. Et cette sorte de focalisation sur l'espèce endémique pour juste cette idée qui est par opposition finalement alors lui, il parle beaucoup finalement de, quand il travaille sur les questions des friches urbaines, il parle beaucoup finalement de toutes ces graines et ces plantes qui ont voyagé, en fait, que ce soit à travers les trains, ils sont tombés des wagons, des graines qui sont tombées des wagons des trains de céréales et qui se sont du coup implantés là et qui ont poussé, qui ont germé, qui ont et du coup ça c'est les mauvaises herbes, enfin c'est des choses c'est invasives, exactement. Non mais c'est vrai, mais le vocabulaire il est intéressant parce que finalement les invasives on n'en veut pas en fait. Et c'est quelque part le parallèle il est assez net aussi avec enfin, ça renvoie pour moi aussi à cette notion de frontières, de personnes en fait, où finalement il y aurait les acceptables et les non acceptables, enfin ceux qu'on peut accepter et ceux qu'on ne peut pas accepter, ceux qui sont invasifs, qui ne sont pas d'ici, et ceux qui le sont. Et je pense que je sais pas, pour moi en tout cas, je trouvais que c'était une clé assez intéressante aussi de compréhension de justement ces débats aussi sur les questions de réensauvagement, etc., qui en général sont portés par des personnes. Enfin, moi, au Royaume-Uni, en tout cas, c'est tous des personnes super de droite, quoi, super conservateurs, tous ultra pro-Brexit, hyper réac. Non, non, mais à fond. Et du coup, en fait, effectivement, il y a une sorte de cohérence en fait entre ce qui promeuvent en fait ce sorte de réensauvagement d'une nature, mais qui consiste aussi à ramener en fait des espèces endémiques, etc., etc., avec en fait leur discours sur l'immigration, leur discours sur toutes ces choses-là. En fait. Et voilà. Mais ce discours-là, tu le trouves aussi dans toutes les archives botanistes fin 19e, par exemple, en France, on trouve beaucoup à Marseille, sur les espèces coloniales, justement, qui viendraient des colonies, qui viendraient des orchidées dans Marseille qui seraient invasives. Et tu trouves aussi tout un parallèle entre l'histoire coloniale et. Ouais, non, bon, enfin, en tout cas, c'est pour ça que voilà, je faisais ta petite parenthèse sur les géographes. Non, mais après, ce que dit Mathieu et d'autres, d'ailleurs, quand on travaille sur cette question du réensauvagement, y compris de la ville, c'est qu'il s'agit de processus et il ne s'agit pas d'espace. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment, je crois que c'est là où j'attire l'attention sur le fait qu'on est resté dans une logique, moi que j'inscris dans la continuité 15e, 16e siècle, enfin de cette représentation de la Terre comme une spatialité et pas comme une complexité évolutive, etc. Et que du coup, toutes nos politiques en découlent au point d'avoir du mal à inscrire. Et c'est pas simplement, je pense, une question de partis politiques, il y a vraiment un problème de représentation. Je travaille par exemple avec les enfants sur le réensauvagement des cours d'école, la renaturation des cours d'école, et au début du programme, on leur demande toujours de faire un dessin de leur cours. Et c'est des enfants de 6 à 10 ans. La première représentation que font 99% des enfants, c'est une représentation vue du dessus avec des choses qui placent dans l'espace de leur cours. Je veux dire, tu pourrais penser qu'ils fassent quelque chose de frontal par rapport à un arbre ou des choses comme ça. C'est systématique. C'est très, très frappant. On a près d'un millier de dessins de voir à quel point cette représentation-là, en surplomb, cette façon de penser le rapport à la nature, il est très inscrit culturellement, quoi. Et que pour le coup, c'est pas simplement... Il y a une logique politique qui en découle d'une certaine manière et peut-être faudrait revenir plus en amont sur... Il y a des manières de cartographier différentes dans le cadre des expérimentations, de cartographie de villes avec d'autres. Bien sûr.
Mais c'est des expérimentations, c'est-à-dire que quand tu demandes à des enfants spontanément, ce que tu arrives avec des choses où on met le banc, on met l'herbe, etc. Et du coup, dans cette représentation, ben, les animaux ne figurent pas parce qu'ils n'ont pas de place dans l'espace au sens de l'immobilité. Donc, ça réduit aussi beaucoup cette question-là. C'est Et une logique euclidienne, non? oui, c'est ça. l'espace Oui, je pense que la vide, question Mais c'est des enfants de Paris, de ville, c'est des enfants de ville. du seul, je dirais. Voilà. Tu sais, je pense que malheureusement, c'est pas simplement une question de. Je pense qu'il y a un cadre scolaire mais bon, il faudrait vérifier, effectivement. Mais puis, bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça, je pense qu'il y a quand même des liens sur ça, mais aussi comment dire, la manière dans laquelle, bon, ce que vous disiez, que de toute façon, il y a aussi une logique néocoloniale sur la manière de réfléchir à les géométries globales du réensauvagement et des émissions, qui un peu ça rentre, je dirais, dans le cadre de ce qu'on appelait il y a quelques années l'échange inégal et combiné écologique ou environnemental. Donc, les pays du Nord comment dire, externalisent les commandes négatives de l'industrialisation, etc. Et importe et extracte les ressources naturelles et le travail à bas coût, etc. Et donc, dans ce cas-là, disons, il y a un peu cette socialisation presque par défaut, par nature, des émissions qui quand même se répartissent dans l'atmosphère de façon égale partout. Et alors que les espaces sauvages ou quand même des espaces pas exploités et pristines de quelque façon de certaines régions du Sud peuvent être appropriés, privatisés et en tant que puits de carbone qui donc fonctionnent après comme des crédits d'émission pour les entreprises et les pays du Nord. Et donc là aussi, il y a une logique géométrique qui n'est pas spatiale, elle est plutôt quantitative, mais qui quand même régisse un peu l'idée de pouvoir réduire le monde et les équilibres écologiques entre les pays à une géométrie sans différence et c'est un peu ce que toi tu disais sur le fait que il y a la fonction aussi du carbone comme indicateur pour penser la crise environnementale et climatique, c'est aussi celle-là de neutraliser toutes les différences et d'empêcher de pouvoir apprécier puis Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai, effectivement, ça me fait penser, enfin, c'est vrai que bizarrement, le cadrage finalement de l'enjeu climatique, tu parlais de la question du carbone comme étant finalement c'est une molécule qui circule, enfin, elle ne connaît pas les frontières, elle peut se déplacer théoriquement n'importe où. Enfin, ça, c'est effectivement, et dans le cadrage du débat climatique, c'est un élément qui est vraiment mis en avant. C'est pour ça qu'on, enfin, même il y a cette image, je sais pas, des années 60, où on voit la Terre depuis l'espace, en fait. Et ça c'est pareil, ça a un impact très fort, en fait, sur notre conceptualisation d'enjeux et cette idée que finalement, ce sont des enjeux globaux, mais aussi où finalement, la planète dans son ensemble, en fait, elle partagerait une forme enfin, une même vulnérabilité. C'est nous en tant qu'humains enfin, on partage la même planète, on est tous. Mais du coup, enfin, quelque part, il y a une forme de déspatialisation dans un sens parce que c'est un cadrage qui est global de l'enjeu. C'est-à-dire qu'on va parler effectivement de CO2 dans l'atmosphère, l'atmosphère comme étant un sort d'espace finalement où il n'y a pas de frontières, enfin, c'est un espace partagé.
On va aussi parler de température, on va parler de 2 degrés ou de 1,5, mais on va parler de température globale. Là aussi, c'est assez intéressant en fait quand on y pense, parce que là, on parle plus d'espace spécifique. On dit en fait, l'objectif est un objectif global et il faut rester là. En ce moment, on est à 1,5 et il faut rester sous les 2 degrés. Donc en fait, le cadrage, il a quand même, enfin le cadrage dominant en tout cas de l'enjeu, il a quand même tendance à déspatialiser. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est pas, je regarde enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est cette idée qu'en fait, il y a pas de. Enfin, c'est un problème, c'est un problème global. Et quelque part, la réponse qui doit être apportée est une réponse globale. Alors qu'en fait, au contraire, on pourrait dire sur la question 1,5 degré ou 2 degrés à l'échelle globale, bah, c'est 3 degrés ici, c'est 4 degrés là. Et d'ailleurs, en fait, même avant, quand tous les vieux des travaux plus anciens sur les questions sur la météorologie, par exemple, montraient très bien que dans une vallée, on peut avoir des différences, enfin, on a déjà des différences de température entre la ville et les campagnes, mais aussi on peut avoir des phénomènes météorologiques qui sont très spécifiques à une région et qui vont, ou à un territoire qui est lié à sa topographie, à le fait qu'il y ait beaucoup de forêts, etc., etc. Donc en fait, il y a en fait des variations. Et en même temps, avec la question climatique, effectivement, il y a aussi des variations. En fait, 1,5 degré, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas, à Paris que je sais pas, en Tanzanie, mais c'est aussi pas pareil nécessairement à Paris comme ça l'est à 100 km plus loin, en fait. Euh, donc, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a une forme de déspatialisation de l'enjeu, enfin, en tout cas, le cadrage de l'enjeu climatique. Bah, en fait, il tient compte à effacer en fait, ces spécificités qui, pour le coup, sont des spécificités qui sont très, 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 très spatiaux, enfin, ils sont spatialisés en quelque sorte. Je ne sais pas les termes que j'emploie, vous êtes en train de, ça va être assez choquant pour vous. Je ne maîtrise pas le vocabulaire, comme vous voyez. Mais en tout cas, enfin, en tout cas moi, je trouve ça assez intéressant. Et en même temps, pour moi, la justification en tout cas, que j'ai trouvée à ça, c'est en fait que, pour le coup, c'est ce qui permet aussi ce sorte enfin, en présentant les choses de cette façon, en fait aussi, on gomme les différences notamment en termes de responsabilité, en fait. Oui, mais la réponse politique, elle est spatiale. La caractérisation du phénomène, elle est souvent globalisante en dépit des différences, etc. Mais quand tu regardes enfin, j'ai pas fait d'adéquation entre le nombre de zones, c'est la politique de zonation. Et quand tu prends par exemple toutes les zones liées aux politiques environnementales qui couvrent la France, tu as un millefeuille. Ça peut aller des parcs naturels régionaux, il y a des zones Natura 2000, etc., etc., les zones de biodiversité, les réserves de biodiversité, etc., etc. Donc, tu as une réponse qui est spatiale à un problème qui est caractérisé de manière effectivement souvent globale. Et là, il y a une espèce de mismatch et ça, cette politique de zonation, elle prend son origine il y a longtemps, en fait. C'est même avant 76. Donc, voilà, il y a cette espèce de difficulté à mettre en adéquation la représentation publique d'un phénomène et les modes d'action relatifs à sa prise en compte, qui résulte d'une histoire de part et d'autre. Et peut-être il y a aussi une histoire de discipline et d'action publique, c'est-à-dire de discipline, parce qu'on a commencé par faire de l'art territorial, parce qu'on a commencé par les sciences climatologiques, qui n'avaient pas des modèles assez fins pour descendre à l'échelle du territoire à l'époque. Et c'est venu plutôt après, tandis que les sciences écologiques, elles montaient du bas. Et du coup, elles avaient du mal à envisager le phénomène de manière plus globale. Ouais. Donc, et tandis que du côté de l'action publique, ça dépendait des administrations voilà, qui portaient leur territoire au titre, je ne sais pas, patrimoine naturel de l'humanité ou je ne sais pas quoi. Donc, non, Il y a aussi une contribution en ligne de Sepian qui écrit: il y avait aussi l'idée de Boucher et Fletcher dans le livre Le vivant et la révolution,
d'écologie conviviale, qu'il présentait comme une alternative à ce qu'il appelle le néoprotectionnisme. C'était l'idée de rémunérer les populations locales pour protéger la nature. Ils ne disent pas grand-chose, par contre, du mode de financement. Mhm. Non, après, sur la question qui est la vôtre au départ, plus que celle de l'espace, c'est la question du capitalisme vert, en fait. Et de savoir à quel point le capitalisme vert a prétendu qu'il pouvait répondre à la question, à la problématique de l'ensemble, et en fait s'avère incapable Enfin, ces outils ne sont pas opératoires. En fait, d'une certaine manière, tu as envie à part le capitalisme n'est pas une solution. Enfin, j'ai jamais su s'il se présentait comme un problème, donc je ne sais pas s'il peut y avoir, si ça peut être une solution. Mais c'est vrai qu'on peine à se représenter des modèles opératoires qui puissent effectivement répondre à ce souci de la conservation en dehors de cette question des communs de la biodiversité et là, on est à nouveau dans ces questions de spatialisation, appropriation et territorialisation, quoi. Et c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas beaucoup on laisse peu de place en fait aux discussions autres que les solutions posées par le capitalisme et que les acteurs privés, c'est eux qui vont trouver la solution. Et en fait, les autres manières de penser sont étouffées un peu, notamment par la non-inclusion de la population dans les dynamiques, enfin les questions de comment on va aménager un territoire, comment on va enfin, moi, je sais pas, je reste persuadée qu'on n'est pas si bête et que de toute façon, on va trouver d'autres solutions. Est-ce qu'il y a encore des questions, des considérations? Et sinon, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Au moins que vous ne vouliez ajouter encore quelque chose. Non, bon, bah, merci pour l'invitation et pour la Merci discussion, pour c'est très intéressant. les questions et les réponses. Merci à vous pour vos présentations, ça a été passionnant. Et donc, au revoir à la prochaine séance du séminaire pour ceux qui nous suivent demain. Ok, je arrête le Zoom. Merci, au revoir. Merci, salut. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup. Ah, merci.